Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. Pour ce mois de mai, nous pourrons observer la planète Mars qui traverse un très joli amas d'étoiles, le plus brillant des astéroïdes, Vesta, ainsi qu'une pluie d'étoiles filantes, celle des Aquarides. Restez à l'écoute et je vous parle de tout cela après le générique. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Juppin. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 41e épisode l'agenda céleste du mois suivi des éphémérides planétaires et lunaires avant de terminer par mes idées d'observation. Quelle que soit la plateforme, j'indique les horodatages des différentes sections et points importants dans la description liés à ce podcast. Autre point important, sauf indication contraire, les heures sont données en heure universelle, ceci pour que chacun puisse, en fonction de son fuseau, faire la conversion plus aisément. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons cet agenda céleste avec l'astéroïde Vesta, qui atteint son maximum d'éclat pour début mai, le 5 exactement, avec une magnitude atteignant les 5,5. Si vous ne savez pas ce qu'est la magnitude d'un corps céleste, je vous renvoie vers mon épisode dédié à cela. Concrètement, cela veut dire que dans un bon ciel, il est possible de l'observer à l'œil nu, mais je vous conseille tout de même des jumelles ou des moyens photographiques pour le mettre en évidence de manière bien plus aisée. Actuellement, il circule dans la partie nord de la constellation de la Balance, à près de 40 degrés au-dessus de l'horizon. Du 3 au 6 mai, la planète Mars traverse l'amas ouvert de la Crèche, cataloguée M44. C'est une observation à faire essentiellement aux jumelles, mais aussi avec un télescope doté d'un petit grossissement. Mais il sera dans un bon ciel possible de faire l'observation à l'œil nu. Le 6 mai, c'est le maximum de la pluie d'étoiles filantes des États Aquarides qui s'étend du 19 avril au 28 mai. C'est l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes, mais réservée aux amateurs de l'hémisphère austral. On peut espérer jusqu'à une 50aine de météores par heure. Cette année, la lune gibbeuse se couche suffisamment tôt pour ne pas trop gâcher le spectacle. Le 10 mai à 21h02 heure de Paris, le soleil se couche en passant par le centre de l'Arc de Triomphe parisien. L'observation est à faire depuis le rond-point des Champs-Élysées et reste possible la veille et le lendemain en fonction de la météo. Durant la dernière moitié du mois, ce sera la dernière occasion de l'année pour observer la lumière zodiacale le soir. Elle réapparaîtra ensuite à la fin de l'été, le matin, un peu avant l'aube. Après le crépuscule astronomique, elle s'étire le long de l'horizon ouest, des Gémeaux jusqu'au Lion. Mais cela nécessite un très bon ciel, bien noir, notamment sur l'horizon. Ce n'est pas chose aisée à proximité des grandes villes. Alors pourquoi ne pas profiter des réserves de ciels étoilés, dont la dernière à être labellisée en France est celle du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Enfin, pour terminer, sur la dernière semaine de mai, vous pourrez également photographier l'arche galactique de notre Voie lactée qui s'étend d'est en ouest, posée sur l'horizon nord. Là encore, un ciel de bonne qualité est un prérequis, même si on peut être un petit peu plus tolérant que pour la lumière zodiacale. Au fur et à mesure de la nuit, l'arche galactique se redressera sur l'horizon. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure qui sera très difficilement observable le matin. Mais l'inclinaison de l'écliptique et sa forte latitude au sud de celle-ci rend l'observation en pratique quasi impossible en Europe. Sous les tropiques, les conditions sont très bonnes jusqu'à la mi-mai. Et elle sera en conjonction solaire supérieure le 30 mai. Pour Vénus, elle brille superbement dans le ciel du matin, mais bien que dépassant les 45 degrés de séparation avec le Soleil en fin de mois,
l'écliptique, couchée sur l'horizon, ne lui permettra pas de s'élever grandement dans le ciel. Elle se lève environ 2 heures avant le lever du soleil. Je vous invite dans vos instruments à suivre sa phase croissante dans les premières lueurs du jour. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont déjà excellentes. Pour Mars, elle est visible pendant la première partie de la nuit. S'éloignant toujours de la Terre, son éclat diminue encore un peu, de même que sa taille apparente. Sa belle période d'observation est terminée et elle ne s'observe qu'à l'œil nu. Les observations instrumentales ne sont guère possibles en raison de la turbulence atmosphérique dans les basses couches de l'atmosphère et de son très petit diamètre apparent. Elle quitte la constellation du Cancer le 26 mai pour entrer dans celle du Lion. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. La géante gazeuse Jupiter est repérable durant le crépuscule, que ce soit en Europe ou sous les tropiques. Pour les mêmes raisons que Mars, elle ne s'observera qu'à l'œil nu ou aux jumelles pour profiter du balai de ses satellites. Sous les tropiques, la dégradation des conditions d'observation est un petit peu plus lente et elle se perdra dans les lueurs du crépuscule que début juin. Pour la planète Saturne, elle est de nouveau repérable dans le ciel du matin. Elle se lève environ 2 heures avant le Soleil. Tentez de la repérer au ras de l'horizon est. Pour autant, elle n'aura aucun intérêt dans des instruments, la turbulence à l'horizon dégradant trop les images. Sous les tropiques, les conditions d'observation, y compris dans des instruments, sont déjà très bonnes. Uranus est inobservable ce mois-ci, car en conjonction solaire le 17 mai. Par ailleurs, elle passera au plus loin de la Terre le 18 mai, à quelques 3 milliards de kilomètres de nous. On la retrouvera à la fin de l'été, dans le ciel du soir dans de bonnes conditions d'observation. La plus éloignée des planètes, Neptune, bien que s'éloignant du Soleil, n'est pas encore observable, et ceci en raison de l'écliptique qui la plaque encore contre l'horizon. Il faut encore attendre quelques mois pour tenter de saluer son retour dans le ciel du matin. Bien qu'elle ne soit plus considérée comme planète, faisons une aparté sur Pluton, qui le 4 mai entame son mouvement rétrograde annuel, et ceci jusqu'au 14 octobre 2025. Pour finir, toutes ces planètes orbitent autour du Soleil. Il sortira de la constellation du Bélier le 14 mai pour rejoindre celle du Taureau. Ce mois-ci, les jours rallongent toujours, mais de manière moins rapide. Ce mois-ci, c'est 1 heure de jour en plus, ce qui veut dire qu'il nous reste un petit peu moins de 5 heures de nuit astronomique pour nos observations. Les éphémérides lunaires. Ce mois de mai débutera avec un premier croissant de lune. Le dimanche 4, ce sera le premier quartier visible dans la constellation du Cancer. Le lundi 12, ce sera une pleine lune dans la constellation de la Balance. Elle est surnommée la pleine lune des fleurs, car la nature est en pleine floraison, les fleurs sont répandues et la vie se développe tout autour. Le dernier quartier aura lieu le mardi 20 dans la constellation du Verseau. Et nous terminerons le mois avec une nouvelle lune le mardi 27 mai dans la constellation du Taureau. Le 1er mai, le premier croissant viendra faire une très lointaine visite de Jupiter, les deux astres étant séparés d'environ 15 degrés. Ils s'observeront avant tout à l'œil nu ou dans des jumelles de type yeux de hibou. Le 4 mai, Lune et Mars seront en conjonction. Le premier quartier lunaire frôlera la planète Mars d'environ 2 degrés. Ce sera observable à l'œil nu, mais aussi aux jumelles. Dans un télescope, sauf cas exceptionnel, le champ de votre instrument sera probablement trop petit. Le 10 mai, la grosse lune gibbeuse est en conjonction avec l'étoile Spica de la Vierge. Vous pourrez, en première partie de nuit, observer ce duo céleste à l'œil nu et aux jumelles, les deux astres étant séparés d'un peu moins d'1 diamètre lunaire. Il n'y aura pas d'occultation en Europe, mais dans le Pacifique, de la Nouvelle-Guinée jusqu'à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, les observateurs pourront profiter de celle-ci. À Papette, il s'agira d'une occultation rasante.
Le 14 mai, la grosse lune gibbeuse est en conjonction avec l'étoile Antares dans le Scorpion. Vous pourrez en seconde partie de nuit observer le lever de ce duo céleste à l'œil nu et aux jumelles. Le 22 mai, le matin, la lune sera en conjonction avec Saturne, les deux astres étant séparés d'environ 2 degrés. Cette conjonction se trouvant bas sur l'horizon, il faudra qu'il soit le plus dégagé possible pour l'observer. Mais cela se fera dans de bien meilleures conditions qu'en avril. Le 23 mai au petit matin, la Lune est encadrée par les planètes Vénus et Saturne. Ce mois-ci, la conjonction s'observe bien plus tôt qu'en avril, et donc dans un ciel encore bien noir. Ainsi, la planète Saturne sera bien mieux visible malgré son pâle éclat. Le 28 mai, le minuscule croissant luminaire surplombera de presque 6 degrés la planète Jupiter. Cela s'observera dans les lueurs du crépuscule, avant tout à l'œil nu ou dans des jumelles de type yeux de hibou. Le 31 mai, le pâle éclat martien est visible à 7 degrés à l'est, donc sur la gauche, du croissant lunaire en direction de l'horizon ouest. Pour clôturer ce chapitre, les conjonctions de la Lune avec Mercure, Uranus et Neptune ne sont en pratique pas observables. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Taureau, qui sombre rapidement dans les dernières lueurs du crépuscule, et jusqu'aux Poissons, qui refont surface en toute fin de nuit dans les premières lueurs du jour. En milieu de nuit et en milieu de mois, la constellation d'Hercule est accrochée au zénith, entourée du Dragon, de la Lyre, de l'Ophiuchus, du Serpent et de la couronne boréale. Le ciel du printemps est très galactique et le mois de mai ne fait pas exception. Ce mois-ci, je vous propose de repérer l'énigmatique constellation du Sextant. Elle n'a aucune origine mythologique puisque c'est au XVIIe siècle que l'astronome polonais Johann Hevelius décide de l'introduire dans le ciel en hommage à son instrument de mesure fétiche. Elle est particulièrement délicate à observer car ces étoiles sont très peu brillantes, de magnitude 5 au maximum, ce qui la rend tout bonnement invisible dans un ciel citadin ou même périurbain. Pour l'observer, il faut chercher juste sous la constellation du Lion, lorsque le ciel est dégagé et peu pollué par les lumières de l'activité humaine. Petit fun fact, c'est la seule des 88 constellations officielles dont les frontières administratives forment un carré presque parfait. Dans la constellation de la Vierge, je vous propose d'observer la galaxie du Sombrero, cataloguée M104. Et pour savoir pourquoi elle ne fut pas intégrée à l'édition originale du catalogue Messier, je vous renvoie vers l'épisode dédié à Messier et à son catalogue. Revenons à M104, il s'agit d'une galaxie vue par la tranche, caractérisée par une bande de poussière, origine de son nom. Bien que d'une brillance de surface assez grande pour une galaxie, elle reste assez basse sur l'horizon et donc difficile de repérage dans un chercheur. Il faut un télescope d'au moins 200 mm pour déceler la barre sombre de poussière en contraste devant le noyau brillant de la galaxie. Dans la constellation du Dragon, je vous propose d'observer la galaxie du Fuseau, cataloguée M102. Il s'agit d'une galaxie lenticulaire, distante de 40 millions d'années-lumière, mais il se pourrait qu'il s'agisse d'une galaxie spirale vue exactement par la tranche. Sa brillance de surface est assez faible, ce qui rend son repérage difficile sans une monture de type Go-To. Il faut un télescope d'au moins 200, voire 250 mm pour l'observer correctement. C'est par contre une cible particulièrement intéressante pour les astrophotographes. Dans la constellation des chiens de chasse, je vous propose d'observer la galaxie de l'œil du crocodile, cataloguée M94. D'abord considérée comme un amas globulaire non résolu, il s'agit d'une galaxie spirale, distante d'environ 30 millions d'années-lumière et vue de face. Comme la plupart des galaxies, sa brillance de surface est assez faible, la rendant peu intéressante en visuel, sauf dans de très grands diamètres. Il faut un télescope d'au moins 250 mm pour l'observer sous forme d'un halo diffus. Là encore,
C'est une cible particulièrement intéressante pour les astrophotographes qui pourront aisément mettre en évidence l'œil du crocodile. Dans la constellation de la Grande Ourse, je vous propose l'observation de M108, la galaxie de la planche de surf. Elle est distante d'environ 45 millions d'années-lumière. Elle se repère assez facilement car non loin de l'étoile Merak. Un télescope de 150 à 200 mm est suffisant pour l'observer correctement. Et enfin, terminons avec encore une galaxie, toujours dans la Grande Ourse. Il s'agit de M109, la galaxie de l'aspirateur. Elle est située à un diamètre lunaire de l'étoile Phecda, donc de repérage assez simple. Son observation reste facile, y compris dans des instruments de taille modeste. Bien sûr, les objets présentés le mois dernier et dans l'épisode de mars de l'an dernier restent en grande partie d'actualité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Vous pouvez de nouveau vous abonner à la lettre d'information. En effet, le formulaire n'était plus fonctionnel et je remercie ceux qui m'ont signalé le bug. Pour conclure, restez curieux, restez émerveillés et n'oubliez pas de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes et même à l'œil nu. Merci et au revoir.